Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Economy First sur votre télévision panafricaine. En cette journée, mesdames et messieurs, nous allons parler de la question de la contribution des investissements des Africains de la diaspora dans leur pays d'origine. Alors, pour pouvoir échanger sur cette question, nous allons devoir pouvoir étudier tous les méandres de cet investissement, les différents secteurs qui bénéficient de ces financements, ainsi que les différents acteurs à leurs différentes échelles. Mesdames et messieurs, la diaspora camerounaise, la diaspora africaine, la diaspora nigériane, la diaspora sénégalaise se trouvent disséminées à travers le continent, mais apportent davantage différents éléments pour pouvoir contribuer à l'économie de leur pays natal. Et il faut bien préciser que dans le cadre de l'émission, nous allons devoir faire le distinguo entre la diaspora interne, c'est-à-dire la diaspora propre en Afrique, et la diaspora externe, c'est-à-dire celle qui se retrouve du côté de l'Occident, c'est-à-dire précisément en Amérique, en Asie et même en Europe, pour faire comprendre aux uns aux autres que la diaspora, de façon singulière, apporte suffisamment de revenus chaque année pour pouvoir soutenir l'économie de leur pays dans différents secteurs. Et pour pouvoir échanger sur la question en ce jour, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec un panéliste, je suis avec M. Germain R. Salah. Monsieur Salah, bonsoir et bienvenue sur Frika TV. Bonsoir et merci pour l'invitation. Je voudrais rappeler à nos multiples téléspectateurs que vous êtes économiste et effectivement vous êtes sur une autre casquette, le promoteur de l'Institut des matières premières, une institution qui œuvre chaque jour pour ce qui est de la promotion de la matière première telle que le nom l'indique, pour le développement de l'économie nationale, le développement de l'économie continentale. Est-ce que d'entrée de jeu, vous, en tant que spécialiste de ce domaine des matières premières, vous pouvez nous dire exactement ce que vous faites à l'IMP, entendez, Institut des matières premières? Alors merci pour cette question. L'Institut des matières premières, c'est, si vous voulez, une école de formation spécialisée dans les matières premières et dans les pays africains, au sud, tout au moins au sud du Sahara, tirent l'essentiel de leurs revenus à l'exportation de ces matières premières. Et donc, nous sommes une école non seulement de formation, d'enseignement, mais aussi nous avons une expertise dans le domaine du consulting, n'est-ce pas, dans le domaine événementiel, dans le domaine de l'édition, tout ça tout tourne tout autour des matières premières. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de l'Institut même, nous avions des divisions. Par exemple, nous avons IMP Training, qui est spécialisé dans les séminaires de formation dans le domaine des matières premières. Nous avons IMP Consulting, nous avons IMP Events, nous avons IMP Marketing Agricole, par exemple. Donc, c'est autant d'activités, n'est-ce pas, qui tournent tout autour dans l'Institut des matières premières. Mais notre cœur de métier, effectivement, c'est la formation et l'enseignement. Donc, nous développons les programmes de formation et nous les organisons et nous les conduisons. Donc, nous avons par exemple des programmes tels que économie et management du pétrole, économie et management des mines et l'environnement, droit des activités énergétiques et minières, économie et management agricole, ingénierie minière, ingénierie pétrolière et ainsi de suite. Donc, nos formations, c'est en quatre filières. Pour le moment, nous avons les filières telles que la filière de formation professionnelle spécifiquement. Voilà. Et nous avons aussi d'autres filières qui sont en cours de maturation. C'est le terme qui est à la mode. Donc, dans le domaine de BTS, licence pour ce master pour ce, surtout parce qu'on a eu aussi un nombre de personnes qui ont sollicité effectivement d'autres types de formations. Mais il faut dire que nous ne nous arrêtons pas seulement au niveau du Cameroun, parce qu'actuellement, en presque 10 ans d'existence, nous avons déjà formé plus d'une vingtaine de nationalités qui sont déjà passées à l'Institut des matières premières. Tout à fait. Et la formation se fait en mode distanciel et en mode présentiel. E-learning et Right Learning. Voilà, Live Learning. tout à fait. Ok, je pense qu'il est clair, toutes ces explications que vous avez données, et je voudrais rappeler aux uns aux autres que toute économie a pour socle la matière première. Tant qu'il n'y a pas matière première,
l'économie ne peut véritablement pas avoir un envol. Maintenant, revenons dans le vif du sujet, surtout le thème qui est consacré à notre échange en ce jour, la contribution de la diaspora sur le développement économique de l'Afrique. Alors, la première question, ou bien l'autre question que je m'en vais vous poser, c'est que à quel pourcentage est-ce que la diaspora africaine contribue-t-elle au développement de l'économie du continent noir? Quel est le poids de cette contribution à l'économie de ce continent, M. Salah? Alors, il faut dire que d'entrée de jeu, qu'à ce jour, le rôle de la diaspora dans le développement du continent est indéniable. Oui. Maintenant, mais pour faire une analyse plus fine, il faut aller par pays, effectivement, et par secteur d'activité. Effectivement. Parce qu'effectivement, nous avons des pays où le poids de la diaspora est énorme, oui. Et des pays où ce poids-là n'est pas aussi assez relevé. Effectivement. Et bon, mais on va quand même constater que il y a quand même le rôle est très important et vraiment il est indéniable. Tout à fait. Voilà. Maintenant, en termes de pourcentage, ça va dépendre en fonction des pays et surtout des politiques qui sont mises en place, n'est-ce pas, pour capter les revenus de cette diaspora-là. Tout à fait. Donc là aussi, parce qu'il y a des pays où la relation est formalisée et des pays où la formation, vous voulez, la relation est encore informelle. C'est-à-dire que les États n'ont pas encore intégré effectivement le poids de la diaspora dans le développement de leur pays. Bien entendu. Voilà. Mais il faut préciser quand même que dans l'ensemble, ils sont de plus en plus nombreux qui quittent leur pays natal pour aller chercher fortune ailleurs. Et c'est d'ailleurs dans ce sillage que nous sommes en train d'échanger en ce jour dans le cadre de cette autre édition de notre émission panafricaine Economy First. Il faut également préciser aux uns aux autres que la diaspora africaine n'est pas seulement celle qui a quitté l'Afrique, je pense que nous l'avons dit dans l'entame, celle qui a quitté absolument l'Afrique pour l'Occident, mais également celle qui part d'un pays africain à un autre pays africain pour dire tout simplement qu'ils sont très nombreux, qui sont partis par exemple du Cameroun pour la Côte d'Ivoire pour aller chercher fortune là-bas, ou bien qui sont partis du Sénégal pour le Cameroun, ou bien même qui sont partis du Nigeria pour le Cameroun. On le voit bien dans beaucoup de quartiers au Cameroun, où on retrouve de fortes communautés nigérianes, de fortes communautés sénégalaises, de fortes communautés maliennes qui font dans différents secteurs d'activité. Et parlons à présent des différents secteurs d'activité. Je voudrais demander, M. Salah, quels sont les différents secteurs d'activité dans lesquels les membres de la diaspora africaine exercent, que ce soit la diaspora africaine restée en Afrique, ou bien la diaspora africaine évoluant en Europe, ou bien en Asie, ou bien aux États-Unis? Alors, je voulais déjà revenir sur ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, permets-moi de te tutoyer, oui. Parce que lorsqu'on fait l'analyse souvent de la situation africaine, effectivement, oui. Surtout en Occident, on a souvent tendance à considérer l'Afrique comme étant tout un pays, alors qu'effectivement l'Afrique c'est un continent qui a un certain nombre de pays et que les réalités ne sont pas les mêmes. Oui. Et donc, lorsque un pays X, bon, comme le Cameroun, sa diaspora, effectivement, ne se trouve pas nécessairement aux États-Unis d'Amérique, au Canada ou bien dans les pays européens, mais sa diaspora se trouve aussi à l'intérieur du continent africain. Bien évidemment, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a un commerce intra-africain. Par exemple, il y a des relations intra-africaines. Et donc, lorsque, par exemple, je vends mon produit au Nigeria, je fais de l'exportation. Effectivement. Donc, ça veut dire que c'est comme si je suis en train de vendre aussi un produit en France, aux États-Unis. Donc, c'est de l'exportation. Donc, il faut toujours faire attention lorsqu'on fait l'analyse. On a toujours tendance à vraiment, je voulais apporter cette pression-là, qu'on a toujours tendance à voir en Afrique comme c'était un pays. C'est vrai que l'objectif avec le panafricanisme, c'est d'arriver à une Afrique unie, oui, qui est fait qu'un seul. Mais pour le moment, on n'est pas encore arrivé à cette situation, à cet état-là, qui est l'idéal recherché par bon nombre d'Africains. Bien évidemment. Voilà. Donc maintenant, par rapport à la question sur les domaines, tout à fait. Il faut aussi dire que les domaines sont variés et multiples. Maintenant, il faut regarder non seulement quel est l'investissement, dans quel domaine ces compatriotes, n'est-ce pas, investissent, par exemple, dans chacun de leurs pays. Il faut dire que
il y a, lorsqu'on regarde quand même un certain nombre de données, vous avez l'immobilier, bien entendu, qui est un secteur très puissé, n'est-ce pas? Qui est même classé en premier voilà, dans le tableau des investissements des voilà. Africains. Donc vous avez l'immobilier. Ouais. L'immobilier, pourquoi? Parce que les uns et les autres, dans une possibilité de retour, n'est-ce pas, au pays, et il serait nécessaire, n'est-ce pas, d'avoir sa résidence. Tout à fait. Donc, je pense que c'est pour cela que l'immobilier, c'est d'abord un investissement plus personnel. Effectivement. Donc, nous avons l'immobilier, mais vous avez aussi le commerce. Oui. N'est-ce pas, les gens, le commerce d'une manière classique, effectivement, le commerce. On va noter ici, au-delà des produits, au-delà des produits, on va noter au-delà des produits, si vous voulez, qui n'ont pas encore fait l'objet d'usage. Donc vous avez aussi des produits de seconde main. Tout à fait. Qui rentrent énormément dans cette pratique commerciale. Effectivement, je pense que quand vous le dites, vous faites allusion à la brocante. Oui, je voulais être un peu plus. Oui, mais voilà, de façon dans les produits de seconde main, effectivement. Alors, vous avez donc ces produits de seconde main qui sont qui rentrent effectivement dans l'aspect commercial. Mais vous avez aussi qui créent aussi des entreprises. Ouais. Des entreprises dans divers secteurs d'activité en termes d'implantation, dans le domaine financier, investir dans le domaine financier, dans des cabinets, des entreprises d'expertise, dont les services intellectuels, par exemple, investir dans les secteurs intellectuels. Les technologies de l'information, de la communication, parfois aussi dans la formation et l'enseignement. Donc vous avez vraiment plusieurs secteurs là, mais ça dépend aussi, n'est-ce pas, des réalités économiques du pays d'origine. Tout à fait. Parce que en fait, parfois, ces compatriotes ne peuvent pas aller au-delà de ce qui se passe au niveau national. Bien sûr. Donc les investissements épousent aussi souvent, n'est-ce pas, la réalité économique nationale locale. Effectivement. Voilà. Alors, nous allons davantage revenir sur ces différents éléments, mais également en marge de tous ces différents secteurs. Je voudrais aussi rappeler que la plupart des Africains qui se trouvent à l'extérieur et qui se battent chaque jour pour gagner leur pain quotidien arrivent quand même à investir ou alors à financer d'autres projets en Afrique qui ne se limitent pas seulement à l'investissement pour les biens, mais également ils apportent de l'assistance, une façon de manifester leur générosité à l'égard de ceux-là qui sont restés au pays. Ça, c'est aussi une réalité. Ils contribuent également aux événements culturels et traditionnels dans leur pays. Et on peut le voir dans le cas même de cette actualité qui mine l'Afrique et le monde entier actuellement, le coronavirus. On a vu beaucoup de membres de la diaspora qui ont mobilisé d'énormes sommes pour pouvoir assister leurs frères et sœurs restés au pays afin de pouvoir traverser ces crises et les mettre hors de danger. Donc autant d'éléments encore rentrent dans cette action de la diaspora vis-à-vis de leur pays d'origine. Mais également, avec votre permission, M. Germain Salah, nous allons devoir proposer à nos téléspectateurs un certain nombre de chiffres, une certaine évolution dans le temps qui montre alors de l'argent que les Africains apportent pour le développement de leur pays. Précisément en 2016, les Africains ont mobilisé exactement 33 milliards de dollars pour pouvoir, comme financement qu'ils ont envoyé en Afrique. En 2017, c'était 42 milliards de dollars. En 2018, c'était 46 milliards de dollars. En 2019, 48 milliards de dollars. Et puis, en 2020, l'année où nous nous trouvons, les Africains étaient en train de projeter entre 50 et 51 millions de dollars. Mais malheureusement, il y a eu la crise du coronavirus qui a un peu freiné des élans. Mais certainement, à la fin de l'année, on réussira quand même à voir exactement ce que ça a pu produire. Mais l'autre question que je voudrais poser, c'est que est-ce que la procédure est-elle aussi aisée pour ces membres de la diaspora africaine qui s'engagent à mener des activités dans leur pays d'origine? Est-ce que les conditions sont correctement remplies? Est-ce que cela se passe de toute aise, ces transactions ou alors ces investissements dans leur pays d'origine, M. Salah? Alors, tout à l'heure, vous avez relevé l'évolution chiffrée, n'est-ce pas, de l'apport de la diaspora vers les pays africains. Et vous allez voir que l'évolution, si vous voulez, elle est vraiment assez positive. Oui. Et il faut se rendre compte que cette évolution est aussi
fonction, n'est-ce pas, des réalités économiques de chaque pays. Parce que dites-vous bien que c'est parce que de plus en plus aussi, il y a un certain nombre, les États, un certain nombre d'États tiennent compte, n'est-ce pas, de cette diaspora-là pour l'évolution de leur pays. C'est pour ça que vous allez voir donc que les facilités ou bien les rapports vont dépendre aussi, n'est-ce pas, des politiques publiques qui sont mises en place dans chacun des pays. Il y a des pays où on a déjà intégré, n'est-ce pas, cette donnée-là de l'apport de la diaspora comme un élément catalyseur, n'est-ce pas, du développement d'un pays. Mais il y a aussi les pays qui n'ont pas encore intégré cela de manière formelle. Tout à fait. Vous savez que il y a un élément qui est souvent très important, la question de la double nationalité. Effectivement. Vous voyez donc que les rapports, ou bien l'apport va être aussi différencié en fonction, n'est-ce pas, des éléments comme la double nationalité. Bien sûr. Parce que la double nationalité va permettre effectivement qu'il y ait, si vous voulez, l'échange ou bien qu'il y ait des déplacements plus faciles de part et d'autre. Voilà. Donc, vraiment, il faut relever que les conditions vont être différentes d'un pays à un autre. Vous avez généralement des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont très avancés. Les pays tels que le Mali, vous avez dans les pays tels que le Mali, vous allez voir, il y a des villes ou bien des villages qui sont complètement transformés par effectivement des ressources de la diaspora. Tout à fait. Par exemple, vous avez des pans entiers de l'économie d'un certain nombre de pays qui sont détenus, qui sont entre les mains, n'est-ce pas, de la diaspora. Donc vous avez les pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont très avancés dans ce domaine-là, qui ont beaucoup de facilité, qui ont déjà intégré les questions de double nationalité, par exemple, qui ont même souvent des ministères en charge des ressortissants de leur pays à l'étranger. Bon, vous avez aussi les pays de l'Afrique de l'Est qui sont aussi très avancés à ce niveau, bien de l'Afrique du Nord. Je pense que on a quand même les pays de l'Afrique centrale qui ne sont pas encore très avancés dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a des contributions, mais ce n'est pas très avancé local que cela soit très formalisé. Donc les situations doivent donc être, la situation doit être regardée pays par pays, parce que c'est chaque pays effectivement qui met en place des mécanismes pour que ces enfants partis d'ailleurs puissent s'insérer dans le tissu économique national avec un certain nombre d'une législation qui va alléger les procédures d'entrée et de sortie, par exemple, que ce soit des personnes et des biens. Et vous voyez qu'à l'Afrique de l'Ouest déjà, au niveau interrégional, déjà il y a la libre circulation. Bien sûr. Bon, voilà. Or, quand vous venez en Afrique centrale, il n'y a même pas la libre circulation. Ça veut dire que le Camerounais, par exemple, qui se trouve peut-être au Gabon, pourrait avoir des difficultés à investir au Cameroun parce qu'effectivement, la libre circulation n'est pas encore la réalité, n'est pas encore une réalité. Bien entendu. Par contre, le Sénégalais qui va investir, par exemple, en Côte d'Ivoire, peut avoir plus de facilité, n'est-ce pas, d'investir dans son pays parce qu'il y a une libre circulation des biens et des personnes. Tout à fait. Ouais, donc il faut donc, quand on fait l'analyse, donc c'est les éléments, ce sont ces différents éléments-là dont il faut tenir compte. Bien évidemment, je pense que ce sont des détails qui sont à prendre en considération. Comme vous l'avez dit, vous avez pris par exemple le cas de l'Afrique centrale, avec par exemple, on a assisté à plusieurs reprises à des cas d'agression sur des Camerounais qui sont allés chercher des marchandises en Guinée, surtout de la boisson, pour revenir vendre au Cameroun. On a vu des altercations qui finalement sont parvenues même à décourager certaines personnes qui ont entièrement abandonné le business parce que vu de loin, ces personnes estimaient que c'était de toute facilité, mais à la fin se sont rendus compte qu'effectivement, c'est un chemin de croix. Mais nous allons davantage
poursuivre ces différents échanges. Mais avant de passer à la prochaine question, M. Germain Salah, je voudrais vous inviter et que l'on se retourne vers la régie afin d'avoir le premier élément qui ici présente un jeune Camerounais qui se trouve du côté de l'Occident, mais qui, malgré ces différentes difficultés, arrive toujours à présenter l'optimisme à ses confrères qui se trouvent de ce côté-là, en les encourageant chaque jour de revenir investir au pays ou alors de retourner s'installer au pays si possibilité en a. Retournons-nous du côté de la régie pour avoir donc cet élément. Ouais, salut, merci, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici c'est le Focus. Alors dans cette vidéo justement, j'aimerais donner un petit conseil à tous mes amis, à tous mes frères, à tous ceux-là qui sont dans la diaspora et justement à tous ceux-là qui sont toujours en train de se plaindre et de se dire en fait que il y a tel problème au Cameroun, il y a ceci, c'est monté, c'est descendu, ça fait comme ça. Alors j'aimerais franchement vous dire un truc en fait, c'est que quand on parle problème, on parle opportunité. Restons beaucoup plus au niveau de la logique entrepreneuriale, logique business, logique développement. Ça veut dire en fait que quand on dit problème en entrepreneuriat, problème égale à opportunité d'affaires. Alors si tu passes par exemple ton temps à te plaindre, à te dire qu'au Cameroun il y a des problèmes, c'est monté, c'est descendu. Alors ce que tu peux faire par exemple, c'est de saisir ces opportunités et de développer un certain business. Alors le deuxième point en fait, c'est de ne pas rester sur soi, c'est dire en fait que le gouvernement n'empêche pas les gens de se développer, c'est monté, c'est descendu et tout. Je n'ai pas d'exemple concret, c'est vrai que ça parle dans ce sens-là en fait. Mais tout ce que moi je pourrais en fait te conseiller, c'est ne pars pas du fait où le gouvernement ne conseille pas les gens ou bien le gouvernement ne soutient pas les gens pour ne pas lancer ton idée de business en fait, tu vois. Donc voilà, lance ton truc et sur place, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, il y a beaucoup de personnes en fait qui se développent, qui ont de très très grands succès. J'ai causé avec beaucoup d'entrepreneurs sur le terrain et je me suis vraiment rendu compte du potentiel qu'il y a sur place et de ce que la plupart des jeunes qui n'ont presque rien déploient, mettent en place pour se développer. Donc franchement, arrêtons de se plaindre parce que ça ne sert réellement à rien. Aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin d'une diaspora active, d'une diaspora utile, que d'une diaspora qui bavarde derrière des téléphones, d'une diaspora qui bavarde derrière des ordinateurs et qui se plaignent de leur pays et qui tirent en fait des boulets rouges sur leur pays. Donc voilà, on se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye. Alors, M. Salah, pour ce jeune Camerounais qui parle des difficultés, dit opportunités. Et alors, est-ce que pour vous, dans ce Cameroun-là où les Africains ou bien les Camerounais qui se trouvent de l'autre côté, quand ils viennent au pays avec leurs marchandises, sont appelés à payer des frais de douane comme toute autre personne, sont appelés à respecter tout le carnaval, sont confrontés aux problèmes de fiscalité et tout ça. Alors, est-ce que vous donnez raison à ce jeune Camerounais qui dit que partout où il y a difficulté, il y a opportunité? Est-ce qu'au Cameroun, vraiment, c'est facile à un jeune de pouvoir être épanoui sur le plan entrepreneurial, quoi? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce jeune, parce qu'il faut savoir d'où nous sommes partis. Tout à fait. Sur la question de l'entrepreneuriat déjà dans nos pays. Ça ne fait pas 20 ans où, effectivement, lorsqu'on se levait et dit qu'on est entrepreneur, ce n'était pas une chose aisée. Mais je pense que les mentalités ont évolué, que ce soit au niveau familial, au niveau social, mais au niveau de l'État. Oui. Il y a pas de cela peut-être une trentaine d'années où vous pouvez trouver, il était facile d'avoir des rencontres entre les membres du gouvernement avec, par exemple, les hommes d'affaires, avoir des cadres de concertation. Mais aujourd'hui, ces cadres de concertation existent. Tout à fait. Et donc, il y a encore des pesanteurs, parce que tout ça aussi, ça dépend aussi, n'est-ce pas, de comment nos pays ont été constitués. Tout à fait. Parce qu'il faut dire que l'initiative privée n'était pas, si vous voulez, le modèle indiqué au départ pour effectivement l'employabilité du jeune. Effectivement. C'est-à-dire que l'employabilité, c'était l'emploi salarié. Ouais. Au départ, ce n'était pas l'emploi autonome. Tout à fait. Et donc, ce qui fait donc qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, les mentalités ont évolué. C'est-à-dire que lorsque vous sortez, j'ai dit souvent à mes étudiants à l'université, je dis, lorsque vous sortez aujourd'hui, lorsque vous rentrez à l'université, quand vous sortez de l'école, vous avez deux choix. Soit vous avez l'emploi salarié, mais soit aussi c'est le taux emploi. Tout à fait. Parce qu'on peut aussi être à l'aise, n'est-ce pas, en tant qu'entrepreneur, qu'un cadre d'entreprise. Tout à fait. J'ai souvent un de mes amis
qui est vraiment qui promeut l'entrepreneuriat, qui dit souvent que le meilleur moyen de gagner son argent, c'est d'être entrepreneur. Effectivement. Donc je pense que la réalité est là, nous connaissons la réalité. Nous sommes des entrepreneurs et un entrepreneur évalue les risques. Tout à fait. Et comment on peut transformer les risques, si vous voulez, en opportunités. Bien sûr. Comme une autre jeune frère le disait tout à l'heure. Bien sûr. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut y croire lorsqu'on a la volonté, effectivement, de le faire. Et c'est dire que les mentalités changent au fur et à mesure que nous avançons. On voit quand même que un certain nombre de choses sont de plus en plus acceptées dans notre environnement. Mais la deuxième chose, par rapport, effectivement, on parlait par rapport aux facilités. Aux facilités, bien sûr. Alors, mais il faut relever que lorsqu'on même au niveau, il y a lorsque vous avez les règles du commerce international, il y a souvent ce qu'on appelle le principe du traitement national, par exemple, ou bien le principe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en principe, lorsque même si c'est un expatrié qui vient investir dans un pays, les lois, si vous voulez, les procédures doivent être les mêmes. Et donc, on ne peut pas avoir des procédures peut-être plus drastiques que les autres. Non, les procédures doivent être les mêmes au nom du principe de la nation la plus favorisée. Par exemple, ou bien au nom du principe de la nation la plus favorisée. Bien sûr. Donc, ça veut dire que les mêmes règles doivent être appliquées à tout le monde. Moi, personnellement, souvent, je pense que moi, je pense personnellement, pas que je suis gêné, mais je pense qu'on ne devrait pas avoir dans un pays des traitements de faveur vraiment très disproportionnés. Parce que aussi bien ceux qui sont sur place font des efforts, n'est-ce pas, pour investir sur place avec toutes les difficultés, vraiment toutes les difficultés qui existent. Nous pensons aussi que est-ce qu'il faudrait vraiment avoir un traitement de faveur pour ceux qui décident de venir investir au plan national? Telle est la question. Telle est la question. Mais je pense qu'on peut avoir, mais les facilités, il ne faut pas qu'il y ait, le gap ne doit pas être très grand. Oui. Le gap ne doit pas être très grand parce que, comme vous voulez, c'est comme, ça dit que tout le monde subit les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir, dans un cadre, il y a dans le cas avec des lois sur les investissements, il y a souvent des faveurs, un certain nombre d'accords, un certain nombre de faveurs qu'on accorde, peut-être en termes d'exonération sur, par exemple, le matériel de production, ainsi de suite. Ça, on peut avoir un certain nombre de ces exonérations-là, pourquoi pas? Peut-être à la douane, on peut avoir des exonérations, peut-être pour un certain type de matériel. Par exemple, pour ceux qui viennent s'implanter au Cameroun, qui apportent le matériel lié à la production, ainsi de suite, on peut faire des exonérations, par exemple. Voilà, mais ce n'est pas parce que vous avez le statut d'Africains qui sont l'étranger que, effectivement, tous les ports doivent être ouverts. Non, ça doit être au même titre que les autres. C'est-à-dire que si on se dit, ok, s'il y a une politique pour encourager l'entrepreneuriat dans un pays, c'est-à-dire qu'on doit se dire, ok, nous pensons que effectivement pour développer notre pays, c'est par l'initiative privée. Donc voilà les mesures qu'on va mettre en place pour l'initiative privée. Et donc qu'on soit au plan local ou bien qu'on vienne de l'extérieur, vraiment voilà les avantages qu'on va apporter à ceux qui décident de mettre leurs moyens, aussi bien humains, aussi bien financiers, aussi bien matériels. On dit voilà effectivement les avantages, n'est-ce pas, qu'on va vous accorder. Parce que effectivement investir c'est un risque. C'est vrai que pour quelqu'un qui part de très loin, le risque est encore peut-être double. Plus grand. Voilà. Donc on peut avoir des aménagements, mais les écarts ne doivent pas être énormes, très élevés. parce que ça risque de frustrer effectivement ceux qui sont sur place. Effectivement. Voilà. Ok, nous allons davantage égrener ces différentes questions
Mais je voudrais quand même poser la question. Alors, naturellement, il y a quand même de petites difficultés, les avantages liés à l'entrepreneuriat ne sont pas très développés dans notre pays ou bien dans les pays africains comme à l'étranger. On voit souvent l'aide de l'État aux initiatives privées, l'assistance à ces différentes structures. Bref, une batterie d'appui que l'administration dans ces pays étrangers apporte, même en période de difficulté, l'appui à ces entreprises pour ne pas effectivement tomber en faillite. Mais chez nous, c'est plus ou moins un peu compliqué en Afrique. Il est très difficile que les institutions étatiques puissent apporter un soutien à ces entreprises. Pire encore, même en des périodes les plus difficiles, on arrive parfois à voir l'État réclamer les impôts, ne pas facilement céder aux cris d'alerte de ces entreprises qui demandent de l'aide au moment où peut-être leur trésorerie est un peu menacée. On a vu dernièrement le cas au Cameroun avec le Covid-19 et le JICAM qui appelait vraiment l'administration à flexibiliser ou bien à être moins regardant sur certaines charges fiscales. Mais toujours est-il que plus ou moins l'État reste muette. Alors pour ces gens qui laissent ces facilités dans les pays occidentaux et viennent vraiment investir en Afrique, est-ce qu'ils le font par patriotisme ou bien par obligation morale, M. Salah? Alors, ce qu'il faut déjà relever, c'est que ce n'est pas aussi très évident qu'on veut le faire croire pour investir dans ces pays-là. Ce n'est pas aussi très évident. Ça, c'est la première chose. C'est vrai qu'il y a une batterie d'avantages, mais ce n'est pas aussi évident. Il faut le relever. La deuxième chose, c'est que alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas des Africains, dont les Occidentaux, tout le monde le dit. C'est plus un secret pour personne que l'Afrique, effectivement, et si vous voulez, entre guillemets, c'est l'Eldorado. Tout à fait. C'est le lieu où il faut investir. Donc, si déjà les non-africains disent déjà que l'Afrique, c'est le lieu où il faut investir, alors je pense donc que nos compatriotes, n'est-ce pas, doivent se rendre compte qu'il ne faut pas laisser le champ libre aux autres. Il faut venir, c'est le moment. Tout à fait. C'est le moment parce que les autres viennent malgré les difficultés. Bien sûr. Alors si les autres viennent malgré les difficultés, vous qui êtes sur place, pourquoi pas nous-mêmes, où nous avions déjà effectivement un certain nombre de personnes sur lesquelles nous pouvons nous agripper, n'est-ce pas, pour développer notre affaire, pour venir investir au plan local. Donc je pense qu'au-delà vraiment de la fibre, si vous voulez, nationale ou nationaliste, il faut dire qu'aujourd'hui, investir en Afrique, c'est un bon risque. Tout à fait. C'est une bonne opportunité parce que tout le monde reconnaît qu'effectivement, nous avons encore, n'est-ce pas, des pans entiers des choses à faire. Donc, des possibilités d'investissement sont encore assez énormes dans nos pays. Donc, je pense que les Africains qui se trouvent souvent sur des territoires où effectivement il y a quand même les possibilités d'investissement sont quand même rétrécies, même s'il y a les facilités effectivement, mais peuvent trouver mieux de revenir en Afrique, n'est-ce pas, et de venir investir sur le continent. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que certains pays ont compris ça. C'est pour cela que les questions, peut-être la double nationalité est déjà réglée dans certains pays, pour permettre aux compatriotes d'avoir la possibilité d'aller et revenir plus facilement. Mais on se rend quand même compte, M. Salah, qu'en Afrique et dans beaucoup d'autres pays africains, il est parfois très difficile que les institutions nationales puissent faire du poids avec des institutions étrangères. Si on prend le cas du Cameroun, par exemple, on se rendra compte que l'institution Camtel, qui est une structure nationale et qui est la tenancière de la fibre optique, qui est la matière première, pour rentrer dans le jargon du spécialiste des matières premières que vous êtes, qui détient la matière première Camtel, elle est moins épanouie que les autres entreprises de téléphonie mobile qui sont installées au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer ce gap-là? Et on le voit même dans le petit commerce. La Chine aujourd'hui a le plus grand marché qui est l'Afrique.
Et si on prend le cas du Cameroun par exemple, quand on sillonne la plupart des marchés, on se rend compte que les investisseurs chinois venus de l'empire du milieu arrivent toujours à avoir une certaine prédominance des parts de marché sur les investisseurs nationaux qui ne parviennent toujours pas à se frayer un chemin toujours favorable, M. Salah. Qu'est-ce qui peut expliquer alors ce paradoxe pour ceux qui résident et ceux-là qui viennent d'ailleurs et qui arrivent à imposer leur suprématie sur le marché africain? Alors, vous voyez donc que vous revenez à peu près à ce que j'ai dit tout à l'heure, que s'il faut faire les facilités, il faut éviter qu'il y ait des gaps énormes. Oui. La réalité, c'est un marché dont tout le monde, il faut que la réalité doit être la même pour tout le monde. Or, du moment où on commence déjà à voir, n'est-ce pas, les disparités, vous voyez donc que au bout du chemin, on va voir qu'il y aura certains qui vont être lésés contrairement aux autres. Bien sûr, ouais. Donc vraiment, nous pensons que le traitement doit être, si vous voulez, le même. Et donc on doit même plus, le traitement doit être le même. Tout au moins. Et pourquoi même pas l'avantage aux nationaux, davantage aux nationaux. Ouais. Voilà. Maintenant, tu as pris l'exemple de Cantel qui est une entreprise publique. Mais je pense que là aussi, on pourra interroger d'autres paramètres, peut-être les paramètres en matière de management, et des paramètres même en matière de vision. Le manque d'innovation. Oui, la vision. Quelle est la vision, effectivement, lorsqu'on va mettre en place? Parce que lorsque vous créez, il faut le dire, lorsque vous créez une entreprise, une organisation, vous devez définir quelle est la vision de l'organisation. Vous devez définir quelle est la mission de l'organisation. Vous devez définir, par exemple, quelles sont les valeurs de cette organisation. Oui. Et pourquoi parfois d'autres ajoutent le slogan. Donc, en fait, toute la réalité d'une organisation ou d'une entreprise se trouve toujours entre ces quatre aspects-là. La vision, la mission, les valeurs et peut-être le slogan, n'est-ce pas, de l'organisation. Vous voyez un peu. Donc, il faut donc quelle est la vision. Lorsqu'on va mettre en place une entreprise, quelle est sa vision? Oui. Et de cette vision-là, on va donc une mission. Donc, les actions qu'on va mettre en œuvre et comment on doit mettre en œuvre ces actions-là. Or, si vous regardez, est-ce que effectivement ces organes peuvent au moins vous sortir déjà, n'est-ce pas, c'est souvent ces réalités-là qui doivent construire le socle, n'est-ce pas, d'une organisation. Donc, là, il y a d'autres paramètres qui vont rentrer en jeu, n'est-ce pas, sur ces questions-là de management, ainsi de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a la notion de rentabilité dans ces entreprises-là? Est-ce que ceux qui sont à l'intérieur de ces entreprises, effectivement, ont le souci de rentabiliser? Est-ce qu'il y a un souci de rentabilité, effectivement? Est-ce que ce n'est pas, on n'intègre pas ça? Est-ce qu'on fait la différence entre le social et la rentabilité? Telle est la question. Voilà, telle est la question. Donc, vous voyez donc que lorsque vous avez pris l'exemple, n'est-ce pas, d'une entreprise dans le domaine de la téléphonie mobile, vous allez voir que les autres intègrent effectivement les notions de rentabilité. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. C'est des notions de rentabilité. Ça veut dire que, et tout cela, on voit ça, quel que soit à chaque stade, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'organisation. Tout à fait. Alors, nous allons davantage poursuivre cet entretien, M. Salah. Mais je voudrais préciser qu'ils sont alors très nombreux les Africains de la diaspora, bien que qualifiés dans différents domaines d'activité. Ils exercent un peu partout en Europe, aux États-Unis, en Asie, mais qui manquent toujours cette volonté de retourner au pays. Mais il y en a quelques-uns quand même qui décident de bien vouloir mettre de côté ce tabou et décident donc de retourner au pays. C'est la raison pour laquelle nous allons encore davantage nous retourner vers la régie pour présenter un cas bien pratique d'un Africain qui, après une aventure en Europe, dans le cadre professionnel, n'a pas réussi à se frayer un chemin, mais qui a donc décidé de retourner mettre son expertise au service de son pays et qui aujourd'hui, certainement, ça marche plutôt bien. Retournons-nous vers la régie pour pouvoir suivre cet élément qui nous est proposé par nos confrères de Voice of America, la rédaction d'Africa. J'ai vécu des oppressions, j'ai vécu des humiliations, j'ai vécu la honte et toutes ces choses m'ont poussé à démissionner. Je suis arrivé sur Douala, j'étais totalement démuni, le moral bas.
C'est ainsi que l'expérience d'Alain Christian Mbouena aux Émirats Arabes Unis, en Inde et en Iran comme candidat à l'immigration a tourné court. Doctorant en sciences de gestion et création des entreprises à son départ du Cameroun, ce jeune, de retour au Bercail en avril 2017, est parvenu à se trouver une place au soleil. À partir de la seule chose qui me restait, c'était mon potentiel. Et j'ai mis ce potentiel au service de la nature. J'ai pris le courage de soigner des gens gratuitement. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me faire connaître. Dans le village Biaga, non loin de Batchenga, à 1h30 de route à partir de Yaoundé, Alain Christian a obtenu une forêt communautaire pour sa reconversion au Cameroun. Ils sont venus, ils étaient de passage. Ils m'ont fait comprendre qu'ils vont faire des petites recherches ici pour la santé des gens. Et ils m'ont fait comprendre qu'ils veulent des petits trucs comme des herbes, des sèves, auxquels on a commencé alors à faire ce projet-là ensemble. Dans les champs du village Biaga, du maïs, du piment et des arbres fruitiers, les jeunes du village y cultivent et vendent leurs récoltes. L'ancien migrant Alain Christian, lui, recueille plutôt les valeurs phytosanitaires des feuilles, des racines et plantes des 10 champs, qui constituent la matière première pour la fabrication de produits de santé et boissons diététiques. L'activité champêtre emploie même déjà les jeunes du village depuis juin 2017, à l'instar du couple Messi. Je vais au champ le soir. Je coupe les racines, où j'ai des grandes bassines que je recueille. Donc c'est une sève qui coule dans la nuit. À 8 h, je m'en vais la récolter. Cette quantité, par exemple, c'est combien de jours de travail? En moyenne, 3 jours. C'est notre champ, moi et mon mari. On fait dans la papaye solo. C'est le fonds social qui nous a amenés à faire cela. Alain Christian Mbouena a créé une association dénommée le Fonds social pour l'emploi. Elle a obtenu l'autorisation de fonctionnement en octobre dernier et emploie directement 8 personnes. Les souvenirs du péril migratoire de Alain Christian Mbouena sont désormais loin derrière lui. J'oublie petit à petit le passé et je me tourne vers l'avenir parce que la jeunesse et ceux qui m'assistent, ceux qui m'entourent comprennent mon rêve. Le retour au Cameroun de Alain Christian Mbouena va-t-il infléchir le phénomène de l'immigration clandestine des jeunes Camerounais? Le concerné croit que oui et promeut désormais la mise en valeur des ressources naturelles et agricoles par les jeunes Camerounais. Depuis Biaga, à 80 km de Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique. Merci infiniment pour ce reportage de notre confrère de VOA Afrique. C'est pour montrer naturellement qu'il y a des jeunes qui, après avoir trébuché dans leur parcours occidentaux, arrivent quand même à faire chemin retour et à se retrouver encore davantage en remettant leur potentiel au service de l'humanité dans leur pays d'origine. Alors, Monsieur Salah, nous venons de voir un cas assez atypique. La plupart des jeunes qui se retrouvent à l'étranger ont des qualifications, ont de la connaissance et parfois arrivent toujours à ne pas trouver de l'espace, à se frayer un espace à l'extérieur. Pour beaucoup, ils ont le complexe de retour au pays natal, mais celui-là a quand même réussi à braver ce tabou, à mettre de côté le tabou et à revenir investi au Cameroun. Et il a dit, au retour au Cameroun, il n'avait plus qu'une seule ressource, sa connaissance. Maintenant, il est rentré, il a mis en application les ressources naturelles qui, selon votre jargon, vous êtes technicien de la matière première, est la seule matière première naturelle qu'il a pu prendre pour pouvoir lancer son activité. Et aujourd'hui, l'activité se porte très bien. Le gars, il est très bien épanoui. Comment peut-on comprendre qu'ils soient encore très nombreux, ces gars qui ont de la compétence à l'extérieur, dans la diaspora africaine, et ne parviennent pas à retourner au pays pour pouvoir mettre cela au service, comme ce jeune qu'on vient de suivre dans ce reportage de VOA Afrique? Alors, il faut relever qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte. Le premier élément, c'est d'abord les conditions même, ou bien les conditions, ou alors les raisons surtout, les raisons qui permettent aux uns aux autres de s'expatrier. Parce que l'expatriation, c'est un projet. C'est un projet bien réfléchi, bien mené. Et effectivement, lorsqu'on va s'expatrier, on sait pourquoi on s'expatrie. Or, vous allez voir que dans beaucoup de cas, effectivement, certainement, parfois les uns et les autres n'ont pas des projets précis.
et non pas un projet précis. Oui. Et souvent, on va vous dire que bon, je m'en vais me chercher. Tout à fait, tout à fait. Je m'en vais me chercher. Les conditions économiques et politiques en Afrique. Voilà, donc je m'en vais me chercher. Ouais. Ou alors, c'est souvent que la décision de ras de bol, Oui. parce qu'on estime qu'on a effectivement cherché au plan national, on n'a rien trouvé. Donc, le bonheur se trouverait ailleurs. Donc, vous voyez donc qu'il y a plusieurs raisons qui vont pousser chacun. En fait, quand on fait le traitement, vous allez voir, chacun a sa petite idée, chacun a son raisonnement par rapport à la nécessité ou bien à la raison de l'exil, si vous voulez, de l'expatriation. Ouais. Ce qui fait donc que le succès ne sera pas le même, n'est-ce pas, d'un compatriote à un autre. Parce que déjà, dès le départ, les gens n'ont pas les mêmes ambitions, les gens n'ont pas les mêmes raisons. Ouais. Alors, donc, vous allez le voir, donc, c'est pour ça qu'il y a les histoires vont être diverses. Mm-hmm. Chacun va raconter son histoire, son expérience. Les expériences ne seront pas les mêmes, n'est-ce pas, d'un compatriote à un autre. Évidemment, chacun vous raconte l'histoire. Donc, les succès, on va passer par exemple aux échecs. Maintenant, lorsque l'échec arrive, parfois le plus dur va commencer. Comment faire? Et surtout, vous avez le regard de le questionnement. Qu'en dira-t-on? Et ça, c'est quelque chose qui nous a dit que empoisonne énormément. Parce que le regard des autres, on va dire, qu'en dira-t-on, surtout que lorsqu'on connaît nos sociétés, on va dire, parce que pour nous, l'extérieur, en fait, c'est l'Eldorado. Quels que soient les lieux, on va se retrouver. Et lorsque l'échec arrive, on se pose beaucoup de questions. Donc, ce qui fait que le retour va être très compliqué. Il faut avoir un bon dose de courage pour retourner et recommencer. Tout à fait. Parce que pour retourner et recommencer. Donc, c'est pour cela que vous allez voir que ce ne sera pas facile et beaucoup vont préférer rester parce qu'on a peur du regard du voisin. Tout en croupissant dans bien la sûr, misère. Parce qu'on va avoir l'heure du regard, lorsqu'on va rentrer, l'heure du regard du voisin. Parce que la famille, mais parfois les familles même sont souvent à l'origine. Parfois, on va vous dire les histoires que non, vaut mieux rester là-bas parce que si tu viens, c'est qu'est-ce qu'on va dire. Tout à fait. Donc, nous, on a ça, c'est quelque chose qui nous hante souvent et qui empoisonne, n'est-ce pas, la vie des uns et des autres. On se rend quand même compte, M. Salah, si vous permettez, on se rend quand même compte que dans la plupart des familles africaines, pour engager un projet d'immigration, il arrive parfois que la famille tout entière puisse collecter de l'argent pour pouvoir donner à ce jeune fils qui va se chercher à l'extérieur, comme on le dit communément en Afrique. Alors, ça revient exactement à l'idée que vous développiez tout à l'heure, que celui-là, devant, n'a pas pu réussir et pense le chemin retour. Effectivement, il y a une sorte de stigmatisation qui ne lui permet vraiment pas de revenir tout tranquillement dans son pays d'origine. Effectivement, il y a ce poids, ce poids familial. Mais je pense que ce que nous devons intégrer, comme nous, dans l'entreprise, l'échec, le problème que nous avions généralement dans notre environnement, souvent dans nos environnements africains, bien sûr chez nous, c'est que l'échec est souvent considéré comme la fin de la vie d'un individu. C'est une fatalité. Voilà. Or, l'échec aussi, c'est souvent un moment, une période, une possibilité de rebondir. Donc, quand les grands succès, en fait, sont souvent ont souvent pour source, si vous voulez, les échecs, les grands échecs. Voilà. Mais on a souvent peur de l'échec. Or, il est bon d'échouer même parfois. Parce que des échecs, on va apprendre beaucoup de choses et on peut repartir. Vous voyez, vous voyez que si, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, si ce monsieur, effectivement, n'a pas eu cet échec-là, il n'aurait pas... vous voyez qu'il est en train de s'épanouir même. Tout à fait. Et il est plus utile. On va se rendre compte que ce qu'il est en train de faire est plus utile à lui-même, à son environnement immédiat, à son pays, que s'il était vraiment resté
là où il était peut-être, je vois, il était soit un cuisinier, Oui, il était cuisinier, soit, voilà. Il était cuisinier. Par exemple, vous voyez, il était un doctorant. Oui. En sciences de gestion, il part de son pays, doctorat en sciences de gestion, mais il se retrouve cuisinier. Ce n'est pas dire que le cuisinier n'est pas utile à la société. Non, mais il y a des écoles pour être cuisinier, il y a les cuisiniers qui vivaient mieux, très bien. Mais le problème, c'est que on va se rendre compte que dans sa formation, il n'y avait pas, et même dans son projet d'expatriation, effectivement, je suis convaincu que, a dit que occuper ou bien exercer l'activité de cuisinier n'était pas, n'est-ce pas, dans son projet d'immigration. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, vous voyez donc à ce moment-là, il y a un grand déphasage entre le projet initial et ce qu'on se trouve en train de faire. Mais on voit donc revenir au pays, il a changé complètement, n'est-ce pas, son activité. Il se trouve, n'est-ce pas, dans une autre où il est vraiment, je crois qu'en on le voit, on voit qu'il est vraiment épanoui. Tout à fait. Et il crée une grande communauté, n'est-ce pas, qui se trouve aussi épanouie. Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et il est en train d'utiliser effectivement ce que nous avons, n'est-ce pas, de plus facile. La matière première naturelle. Au plan national, au plan local. Donc vous voyez donc que n'ayons pas peur d'échouer. Ouais. Il ne faut pas que les gens aient peur d'échouer. Et que les familles aussi, vraiment, il faut que les familles comprennent qu'on peut échouer et on peut repartir. Donc l'échec n'est pas une fin en soi. Tout à fait. Alors, M. Salah, je vais poser cette question qui semble insolite. Il y a aussi une bonne frange de la diaspora africaine qui, malgré certaines conditions bien difficiles là-bas, les conditions à travers lesquelles ils réussissent à gagner leur vie, ils reviennent au pays avec un peu de ressources. Et du coup, c'est la débandade totale. Ce sont les grosses voitures, ce sont les filles un peu de partout, ce sont des vêtements extravagants. Bref, c'est un ensemble de paraître qui leur amène à donner l'impression qu'ils vivent très bien là-bas ou bien qu'ils sont aussi à machin truc. C'est parfois même de la débauche. Alors, qu'est-ce que vous dites? Quelle est votre appréciation de ce genre d'attitude qui parfois arrive à révolter certaines personnes qui sont encore ici et qui, 3 mois, 4 ou 5 mois après, le jeune du quartier qui avait des difficultés à pouvoir vivre au-dessus de 500 francs par jour, revient, il est dans une grosse voiture avec 2 femmes à bord, c'est les boîtes de nuit chaque jour, c'est la boisson et tout le reste. Quelle est votre analyse de ce genre de comportement du jeune de la diaspora africaine vis-à-vis de son pays d'origine? Mais je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est première chose, le projet d'expatriation. Ouais. Qu'est-ce qu'on a mis dans le projet d'expatriation? Oui. On dit souvent que lorsque vous avez un input que vous mettez, le output ne peut pas être trop différent de input. Tout à fait. C'est ce que vous mettez dans la machine, c'est ce que la machine va vous donner. Naturellement. Vous voyez ce que je dis? Donc ça c'est d'abord la première chose. Quel est le projet de départ? Tout à fait. Est-ce qu'on est allé pour chercher un peu d'argent pour venir? Est-ce qu'on avait... C'est-à-dire que vraiment, c'est ça la première chose. Quel est le projet de départ? Est-ce que vous direz, comme ces personnes, qu'ils ont gagné leur vie? Parce que pour eux, ils ont gagné leur vie. Oui, non, je vais dire ça. Tout d'abord, c'est d'abord ce projet. Deuxièmement, effectivement, c'est la société dans laquelle nous vivons. Ouais. Quelles sont les valeurs, n'est-ce pas, qu'on met en exergue dans cette société-là? Tout à fait. Bon, si c'est les valeurs de création, d'entrepreneuriat, je vous assure qu'effectivement, ces jeunes-là vont rentrer, n'est-ce pas, vont rentrer dans cette direction-là. Tout à fait. Mais si c'est les valeurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du bling-bling, Oui. n'est-ce pas, les valeurs, comme les gens disent, le m'as-tu vu, ainsi de suite, Tout à fait. ceux qui reviennent, effectivement, ne vont pas faire autre chose que cela. Tout à fait. Donc, ça va aussi quel est le type de société, n'est-ce pas, que nous sommes en train de promouvoir. Tout à fait. Donc, ceux qui viennent ne vont pas être en marge de ce type de société que nous avons. Donc, ceux qui reviennent vont épouser effectivement cette société-là. Si c'est la société de bling-bling que nous construisons,
soyez-en sûrs, ils vont rentrer dans ce type de société. Mais si c'est de la société entrepreneuriale, la société qui innove, qui crée, qui prend les risques, je vous assure que ces gens, ces personnes seront obligées de rentrer dans ce type de société. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. Donc je pense que c'est les éléments qu'il faut intégrer. Alors, bien sûr, je pense que ces conseils ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Mais alors, nous voulons savoir, vous l'avez dit tantôt, les États, de façon disproportionnée, ont des stratégies pour pouvoir encadrer leur diaspora. Et je voudrais poser cette question. Quelles sont les stratégies qui permettraient donc aux États africains, de façon globale, d'encourager ces fils et filles présents à l'étranger, de multiplier des actions en vue de la consolidation de l'essor économique de notre continent noir? Que devront-ils mettre vraiment dans ce paquet pour permettre à ces gars, bien qu'étant là-bas ou bien retourner au pays, arriver vraiment à créer la société qui consiste véritablement à donner à l'Afrique cet essor économique dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, M. Salah? Moi, je pense que la première chose vraiment à faire, c'est que nos États doivent comprendre qu'aujourd'hui, l'apport de la diaspora dans nos économies est indéniable. Tout à fait. Et que dans la stratégie de développement de nos pays, il faut intégrer, n'est-ce pas, le point de vue de la diaspora. Oui. C'est quelque chose d'indéniable. Tout à fait. Et rentrer, n'est-ce pas, dans une sorte de partenariat, si vous voulez, comme c'est l'amour, gagnant-gagnant. Aussi bien l'État, la communauté, que, effectivement, les membres de la diaspora. Tout à fait. Maintenant, comment cela peut être fait? Chaque pays peut mettre en place les modalités. Je vous ai déjà dit que certains pays, effectivement, ont légiféré en la matière. Ouais. Donc, il peut y avoir un statut, par exemple, des membres de la diaspora. Vous allez voir, dans certains grands pays, vous aviez, par exemple, au plan, dans les institutions même de l'État, ouais, vous aviez, par exemple, des ministères qui sont dédiés. Vous avez même un nombre de parlementaires qui sont attribués à la diaspora, par exemple. Ouais. Vous avez des chambres économiques, des chambres de commerce, par exemple, dans la diaspora. Donc, il faut que, au plan institutionnel, législatif, cela soit intégré pour qu'on puisse formaliser, pour que cela soit formalisé, pour que les gens ne fonctionnent plus dans l'informel. Maintenant, on peut regarder dans quels sont les secteurs d'activité, n'est-ce pas, la diaspora peut intervenir. Et cela va être fonction aussi, n'est-ce pas, de ce que font notre diaspora. Est-ce que nous avons une diaspora qui est entrepreneur, qui investisse là où elle se trouve? Est-ce que nous avons une diaspora qui est une diaspora qui vit des salaires? Oui. Est-ce que autant, donc en fonction aussi, n'est-ce pas, de l'investissement ou bien des activités qui sont effectuées par la diaspora dans leur pays d'accueil, effectivement, on peut donc orienter, parce que l'État a une politique économique, il faut donc orienter, n'est-ce pas, sur les actions, les activités de la diaspora en fonction des besoins de réalité locale, des réalités nationales, des besoins nationaux. Donc vraiment, c'est toute une politique qu'il faut mettre en place qui doit épouser, n'est-ce pas, la politique nationale, le développement national. Parce qu'on ne peut pas avoir un développement qui est vraiment réservé. Non, ça doit rentrer dans le cadre de développement national en intégrant qu'effectivement, la diaspora peut nous apporter aussi bien au plan humain, au plan matériel, au plan technologique, si vous voulez, au plan financier. Tout à fait. Donc, autant d'éléments que nous devons intégrer. Mais vraiment, chaque pays, en fonction de ses réalités aussi. Parce que si vous avez un pays qui est déjà très développé au plan économique, vous savez donc qu'il y a des possibilités d'accueil qui vont être plus faciles. Contrairement à des pays qui n'ont pas encore, n'est-ce pas, une activité économique très développée. Oui. Vous voyez un peu. Et mettre donc, faire qu'il y ait des liens entre ceux qui sont partis et ceux qui sont sur place, pour éviter qu'il y ait, n'est-ce pas, une grande différenciation en matière de traitement. Le traitement doit être vraiment, qu'il y ait une grande différenciation dans le traitement des uns et des autres. Je pense donc qu'il y a vraiment beaucoup de politiques, ces possibilités-là qu'il faut mettre en place. Mais la première chose vraiment, c'est dire, ok, c'est une donnée aujourd'hui,
une donnée dont on ne peut pas se passer. Oui. Voilà. Ok, merci infiniment, M. Salah. Je pense que c'est sur ces différents détails que nous allons devoir conclure cette autre édition d'Economy First. Mais je voudrais préciser, bien avant de quitter nos différents téléspectateurs, qu'aujourd'hui, dans les pays comme le Niger, la diaspora exerce à l'extérieur dans beaucoup d'autres activités comme la restauration, comme des petits métiers, et peut-être dans les pays comme le Sénégal, c'est beaucoup plus la restauration aussi, sans compter beaucoup d'autres secteurs d'activité qui permettent quand même à la diaspora, à l'étranger, de pouvoir apporter beaucoup d'économies. Et dans les pays comme le Cameroun, c'est une diaspora qui investit beaucoup plus dans la brocante, comme on a coutume de le dire, et dans les secteurs des technologies de l'information, de la communication, sans oublier également le secteur de l'immobilier, comme vous l'avez dit en l'entame de votre propos, M. Salah. Et pour le cas du Nigeria, par exemple, la plus grande économie d'Afrique, elle s'est investie dans beaucoup d'autres secteurs et aussi un peu partout dans le monde entier. Ces investissements qui ont rapporté en 2018 environ 24 milliards de dollars au Nigeria dans le cadre des investissements de la diaspora nigérienne, pour dire tout simplement que dans l'ensemble, l'Afrique, de part et d'autre, se bat à travers sa diaspora pour pouvoir construire l'avenir infrastructurel de notre mère patrie. Merci infiniment pour votre présence Africa TV ce jour, M. Germain Salah, et bon retour. Merci beaucoup. Alors, merci également à toute la forte équipe de Africa TV qui a réalisé et produit cette édition. Merci également à la collaboration de la rédaction de notre très cher média panafricain. Merci infiniment à vous tous, chers téléspectateurs, qui regardez cette autre édition d'Economy First. Au revoir et à une autre édition d'Economy First sur votre télévision panafricaine. Au revoir.